Lévinas est celui qui a, à mon avis, hein, le premier réfléchi sur ce qu'était l'être juif. Il dit voilà, et il le fait en termes philosophiques à la fois très puissants et très simples d'accès. Je suis désolé, dit Lévinas, je ne suis pas le premier à avoir dit ça, mais il a dit le premier avec le plus d'ampleur, à mon avis. Je suis désolé, mais être juif, ce n'est pas qu'une question de culture, ce n'est pas qu'une question de tradition, ce n'est pas qu'une question d'histoire, ce n'est pas qu'une question de sang, ce n'est pas qu'une question d'études, c'est une question de tout ça à la fois. Et l'être juif se définit d'abord par ce qu'on appelle l'irrémissibilité de l'être juif. On définit d'abord un juif par son impossibilité à être autre chose. Celui qui dit « je ne suis pas juif, je n'étudie pas, je n'ai rien à voir avec ça », peu importe, c'est une manière de l'être, il l'est quand même. On ne peut pas faire autre chose qu'être arrimé à son être juif. Et induit-il, même s'il n'est pas allé jusque-là, mais si Béni Lévy l'a fait à sa place, induit-il que, appelant un chat, ceux qui ont le mieux compris en dehors des juifs ce qu'était que l'être juif, c'est-à-dire à la fois le judaïsme, la judéité, etc., ce sont paradoxalement les gens de la Gestapo, qui ont pris au pied de la lettre ce qu'était que l'être juif. L'être juif consiste à savoir que tu ne peux pas être autre chose que juif. Quand les nazis vont chercher au Carmel d'Echt, feu Fraulein Edith Stein, devenue une carmélite, ils oublient complètement qu'elle est devenue carmélite et qu'elle s'est convertie au catholicisme. Pour eux, c'est une femme qui est née juive, dont la biologie est celle d'une juive, donc ils vont chercher la juive Edith Stein, et non pas Sainte Thérèse de la Croix. Ils vont, peu importe. Lévinas dit que tout ce que tu peux faire pour démissionner de ton être juif, que ce soit de ton judaïsme ou de ta judéité, n'y changera rien. Ce que Béni Lévy appelle être fait comme un rat. Sauf que Lévinas dit, cette malédiction, considérée comme une malédiction par beaucoup de juifs, il faut la transformer en exultation. Pas en exaltation, en exultation. Quand nous avons voulu nous cacher, quand nous avons voulu nous excuser, quand nous avons voulu nous assimiler, on est venu nous rechercher quand même et nous rappeler qu'on était juifs. S'assimiler, ça veut dire comme les grands intellectuels allemands, les grands juifs allemands qui ont voulu se faire oublier dans la pensée allemande, les grands intellectuels allemands, etc. On a été les rechercher quand même, comme juifs. Les convertis au catholicisme ou au protestantisme, on n'en a pas tenu compte, on est allé les chercher quand même. Ceux qui ont joué le jeu, les grands intellectuels, les Walter Benjamin, etc., qui ont fait la société allemande des années 20 et des années 30, on a voulu quand même aller les chercher. Donc, dit Lévinas, ou changer de nom comme on l'a fait en France, les gens qui ont changé de nom après la guerre, Lévinas dit, finalement, on nous rappelle toujours que nous le sommes. On vient toujours nous dénicher où que nous nous trouvions, qu'on ait changé d'être pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Soyons juifs en face de nous-mêmes. Ne nous démissionnons pas, disons-le. Oui, nous sommes juifs. C'est peut-être même la meilleure protection de dire oui, nous le sommes. L'exultation, c'est pas l'exaltation, l'exultation. Quitter cette malédiction, ne pas s'excuser de l'être, mais dire que nous le sommes et que nous ne pouvons rien faire d'autre que l'être. Voilà ce que dit Lévinas. C'était véritablement une révolution intellectuelle que de dire ça après la guerre. C'est un peu ce qu'on retrouve d'ailleurs chez les mouvements noirs américains de la fin des années 60. Je ne sais pas s'ils sont inspirés de Lévinas d'ailleurs. Ça m'étonnerait. Sachant que je ne compare jamais l'antisémitisme et le racisme pour une raison qui me paraît évidente. C'est que se passe-t-il dans la tête d'un raciste? Un raciste, c'est quelqu'un qui est gêné par la différence. Un raciste préfère un monde dans lequel il n'y a pas de noirs, par exemple. Et son rêve, c'est que les noirs rentrent chez eux. Voilà le raciste. L'antisémitisme, c'est l'inverse. C'est un type qui serait très malheureux s'il n'y avait plus de juifs, et qui vivrait comme un enfer que les juifs rentrent chez eux. C'est-à-dire que ce qui gêne l'antisémite, c'est pas la différence, c'est la ressemblance. L'antisémite ne supporte pas que quelqu'un lui ressemble. Et c'est la raison pour laquelle les boucs émissaires sont toujours les juifs. Car quand on n'ose pas se regarder dans la glace en disant « je me hais »,
Il y a quelqu'un qui nous ressemble infiniment, qui est à côté et qui est là pour qu'on lui crache dessus, parce qu'on n'est pas capable de se cracher dessus soi-même, ce sont les Juifs. Les Juifs sont maudits et haïs par les antisémites à cause de leur ressemblance. Et donc ils sont très pratiques, car il y a une sorte de court-circuit qui fait que plutôt que de nous lancer notre propre haine au visage, ils sont inventés pour ça et par ça. La raison est d'ailleurs évidente, l'illustration de ça est évidente, où il y a des pays sans juifs, comme au Japon, où il y a beaucoup d'antisémites. L'antisémitisme sans juifs existe. On voudrait, chez les racistes, éradiquer les noirs et on rêve d'un monde paradisiaque où il n'y aurait pas de noirs. On serait entre gens ressemblants. L'antisémite, c'est son cauchemar, un monde sans juifs. Il n'a plus personne à haïr. Il est obligé de passer par lui-même pour se haïr lui-même. Il n'y a plus quelqu'un qui lui permet de passer en contrebande la haine qu'il a pour lui-même. Et donc, on inventerait des juifs s'il n'y en avait pas. Et d'ailleurs, les juifs comme personne à haïr est une invention des humains pour trouver un exutoire. Un exutoire. Et partant de ce constat, Lévinas dit très bien, mais maintenant on va cesser d'accepter de se faire cracher dessus comme gens qui sont conditionnés pour ça. Non, on va inventer une sorte de catégorie métaphysique dans laquelle le juif a sa place, et sa place ne sera plus la place de victime consentante. Il sera peut-être victime. Ça reviendra sans doute, et d'ailleurs après la guerre il y a eu de nouvelles exactions, on le sait. Et il dit, ce qu'on reproche aux Juifs, c'est pas une sorte d'éternel recommencement. En fait, c'est un commencement qui n'en finit pas. Ce qu'on reproche aux Juifs, c'est que ce sont des gens de commencement. Et ce commencement ininterrompu, c'est ça qu'on leur fait payer. Mais là, on arriverait dans un débat philosophique, il nous faudrait beaucoup de temps pour parler de la différence entre le recommencement, parce qu'on dit toujours ça recommence. Mais en fait, c'est surtout un commencement qui ne finit pas. Et on reproche aux Juifs d'être toujours dans ce commencement. Et ils assurent la permanence d'un commencement de l'histoire de l'humanité d'une certaine manière. Mais là, c'est un autre débat. On pourra un jour en parler plus techniquement. Ce que vous dites là me rappelle je trace des liens entre le livre, ce que vous dites là, et des choses que vous dites dans des interviews précédentes, sur des plateaux télé. Vous dites le juif, la haine du juif, c'est la haine de soi qui est incapable de s'exprimer envers soi-même, et donc la haine de quelqu'un qui nous ressemble. Dans Paris, moi, ce que j'ai ressenti dans votre livre, c'est en partie ce que j'exprimais tout à l'heure, cette forme de haine de sa médiocrité, notamment dans le rapport aux femmes, et peut-être l'incompréhension aussi des douleurs de l'enfance que vous avez vécues. Il y a quelques années, vous avez été au centre d'une polémique parce que on a révélé que vous aviez publié dessiné des caricatures antisémites et écrit des textes antisémites. Non, en fait pas écrit de texte, j'ai fait des dessins. Fait des dessins, pardon. Il n'y a pas un pour Rachelot, donc c'est pas très grave. Suivante, les dessins sont antisémites, je ne l'étais pas. Mais la vraie question, c'est qu'il faudrait la fouiller. La question est-ce que quelqu'un qui s'amuse avec ces frontières-là, est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose? Est-ce que cet antisémitisme, peut-être que vous avez exprimé à l'époque, est à rattacher à cette haine de vous que vous auriez eue, mais que vous étiez incapable d'exprimer? Très bonne question, mais en fait, c'est bien qu'on ait un peu de temps, mais je vais être très bref là-dessus, parce que je n'ai jamais été antisémite de ma vie. Il y a eu dans cette histoire plusieurs aspects, mais le principal est le suivant. C'est que la première chose, c'est que ce petit journal qui était tiré à 12 exemplaires photocopiés à Sub de Corinth n'était pas un journal obsédé par les Juifs. C'était un journal destiné à choquer un maximum de gens de ma promo, pour me faire haïr, parce que j'allais pas bien, avec le plus de sujets tabous possible. Donc, évidemment, les gens de l'Express se sont uniquement concentrés sur les textes se moquant de la Shoah, parce que c'est beaucoup plus spectaculaire, et quand on veut tuer quelqu'un socialement, c'est par là qu'on commence. Bon. La vérité est que le premier numéro, c'était effectivement les aventures de Lucky Luke à Dachau, des Schtroumpfs à Auschwitz, parce que c'était de ce niveau-là. Hein. N'imaginez pas des textes intellectuels, éditorialisés, pensés. Non,
C'est des potacheries de ce niveau-là, abjectes, mais de ce niveau-là. Et le numéro 2, c'était terminé. Je ne parle plus de la Shoah. Le numéro 2, qui n'était pas beaucoup plus drôle, c'était la fin dans le monde. Donc je me moquais des gamins au ventre caverneux qui étaient obligés de pratiquer des fellations à l'abbé Pierre pour se nourrir. Voilà le niveau. Le numéro 3, c'était justement sur l'abbé Pierre, où je me moquais de cet abbé Pierre qui essayait de faire un meilleur sort aux pauvres et aux misérables de France. Bon. Le 4e numéro, qu'ils n'ont pas retrouvé d'ailleurs, c'était un hommage à Thierry Paulin, qui était un serial killer de l'époque, qui étouffait les grands-mères dans des sacs, qui les tabassait et qui volait leurs affaires. Donc vous voyez bien qu'il n'y avait pas une monomanie contre les Juifs, c'était un type de 20, 21 ans qui n'allait pas très bien, et qui essayait de se faire détester et de choquer tout le monde. Il faut bien que je vous dise, chose que je n'ai jamais dit ailleurs, vous aurez votre scoop, c'est que quand je faisais ça, ça me faisait mourir de rire. Que les choses soient claires. À l'époque, ça me faisait mourir de rire. J'étais très fier et très content de dessiner ça, et quand je le relisais et que je le faisais lire autour de moi, tout le monde était bidonné. Bon, les textes n'étaient pas de moi, je n'ai jamais voulu balancer le nom de la personne, parce qu'il se trouve qu'il y a 2 personnes qui écrivaient les textes, un qui travaille aujourd'hui au Quai d'Orsay, et un qui est professeur de lycée. Donc ce ne sont pas des gens bien, parce qu'ils m'ont fait des choses terribles après, mais jamais je n'ai balancé leur nom, et je ne le ferai pas. Donc je faisais les dessins. Ça n'excuse rien, parce que les dessins n'ont rien à envier au texte. Mais ce qui m'intéresse là aujourd'hui, c'est de vous dire qu'il ne faut pas confondre le fait que ma famille a gardé ses dessins pendant 30 ans en se disant le jour où il risque d'avoir le Goncourt, on va balancer ça, ce qu'ils ont fait, parce que personne d'autre que ma famille n'a de posséder ces dessins, personne au monde. Et le fait que j'ai publié, quand j'avais 20 ans, une revue négationniste, parce que ça n'a rien à voir. Il y a des dessins des crobards de Subdecourins, mal dans sa peau, d'ados boutonneux retardés de 21 ans, qui dessinent des choses abjectes, mais sur tous les sujets de l'époque. La preuve en est, c'est que je ne me suis pas moqué à l'époque des musulmans. Pourquoi? Parce que ce n'était pas à la mode. Aujourd'hui, si je faisais cette petite revue, je pense que je ne m'attaquerais pas à la Shoah, mais je m'attaquerais peut-être à l'islam. Et ça me vaudrait peut-être d'ailleurs une fatwa. Je me flatte de ne m'être jamais moqué de l'islam. Je me méprise d'avoir dessiné ça, parce qu'avec le recul, quand je les ai revus, je les ai revus parce que, évidemment, vous imaginez bien que j'ai été dans mes archives aussi les retrouver. Ça ne m'a pas fait le plaisir de les revoir, parce qu'il a fallu que je relise tout pour les avocats, etc. Donc c'était vraiment, je me suis dit, mais c'est vraiment quand même, ça allait quand même loin. Et honnêtement, ce qui m'avait fait rire 30 ans plus tôt ne me faisait plus rire du tout. Bon, heureusement. Mais il y a une autre chose que je voulais vous dire, et qui me met hors de moi. Donc vengeance familiale, aucune monomanie antisémite, mais feu de tout bois sur tous les sujets qui fâchent. Il y a un truc qui me met hors de moi. Admettons, mais ça c'est juste de la théorie, hein. Admettons qu'à 20 ans j'étais antisémite, admettons, ce qui est faux, mais admettons pour la démonstration qui va suivre que je l'ai été. Imaginez mon parcours. C'est un type qui commence par être antisémite, et puis qui 30 ans plus tard a construit 90% de son combat contre l'antisémitisme, contre le racisme, se battant pour les migrants, les exilés, qui est en fait un parcours, excusez-moi, quand on voit le point de départ et le point d'arrivée, un parcours sans, sans prétention de ma part, hein, mais je veux dire, c'est pas qualitatif ce que je joue là, c'est presque une sorte de suivi à la main avec le doigt. Je ne suis pas en train de dire que je suis un génie, je suis en train de dire regardez l'évolution, mais toute chose égale par ailleurs, même si ce que j'avais écrit était médiocre. Donc je ne parle pas de la qualité de ce que j'ai fait, mais du simple fait que je l'ai fait. Vous voyez quand même que l'évolution, elle est exemplaire. Admettons que je l'ai été. Un type qui non seulement ne l'est plus, mais est arrivé à être le contraire de ce qu'on pensait qu'il était ou qu'il aurait failli être, je ne demande pas des applaudissements, je ne demande pas des hurrahs, mais je ne comprends pas pourquoi on veut m'assigner à cette case d'il y a 35 ans ou 32 ans, alors que parallèlement, quand ce sont d'autres individus, je dis pas, je sais pas, ça peut être des gens des cités, des gens de province, des gens qui auraient pu devenir des voyous, des délinquants, des salauds, etc. Et quand on voit on applaudit, on dit c'est incroyable, quel parcours. Je ne demande pas qu'on m'applaudisse, mais je ne comprends pas, plutôt que d'avoir
visualiser le parcours qui avait été accompli, qu'on m'assigne à une case d'il y a 30 ans. Ce qui était terrible à vivre, c'est que les gens, quand ils me croisaient dans la rue les jours après cette polémique, pensaient que j'avais fait ces dessins 15 jours plus tôt. 30 ans d'une vie, vous n'êtes pas encore là, mais on peut faire des choses en 30 ans, on peut se trouver. Alors vous allez me dire, ah oui, mais il y a quand même des gens qui disent que vous avez fait ça pour pour gommer le passé, parce que machin, vous aviez ça sur la conscience. Alors là, je vais encore faire un raisonnement théorique. C'est faux, parce que ces trucs-là, je les avais oubliés, j'étais passé à autre chose et j'ai jamais été antisémite. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui étaient avec moi à Subdeco Sciences Po qui ont envoyé des lettres un peu à tout le monde dans Paris et qui ont témoigné de manière, sans me le dire d'ailleurs, ça m'a beaucoup touché. On a connu Yann à 20 ans, il était chiant, il était mégalo, il faisait chier tout le monde, mais jamais on l'a entendu, en dehors de ce petit truc, parler en mal de telle catégorie de la population. C'est vraiment un emmerdeur. Bon bref, mais jamais. Bon. Mais admettons, là encore, que j'ai fait tout mon parcours, j'ai étudié le Talmud, j'ai appris l'hébreu, etc., pour faire oublier, Et alors, c'est tout à fait audible, ça serait tout à fait honorable. Que j'ai regardé Günter Grass, qui a eu une énorme polémique, on voulait lui enlever son concours parce qu'il a fait partie de la Waffen-SS, c'est pas comparable. Il n'y a que Le Point qui m'a comparé à Günter Grass. Ils ont fait un truc, des erreurs de jeunesse, Yann Moix, Günter Grass. J'étais comparé à lui, c'était un honneur, mais enfin, j'ai jamais fait partie de la Waffen-SS. Hein. J'ai dessiné les Schtroumpfs à Auschwitz. Non mais je veux dire, bon, eh bien Günter Grass, effectivement, mon analyse, c'est qu'effectivement, tout son engagement à la gauche de la gauche en Allemagne, chez les Verts, etc., il l'a fait contre sa jeunesse. Et alors, voilà quelqu'un d'intelligent. Plutôt que de ronger son frein en se mettant dans la salle de bain et faire Heil Hitler pour pas que personne l'entende avant de se coucher, il a essayé d'occulter un passé. C'est vrai qu'il aurait très bien pu choisir de le dire, de faire un roman dessus, etc. Il n'a peut-être pas eu le courage. Il y avait jamais on m'a souvent demandé mais pourquoi tu n'as pas sorti ça plus tôt, parce qu'il n'y a jamais de bon moment pour le faire. Vous savez que quand vous le faites, dans la société actuelle, vous êtes mort. Les nuances, etc., les gens ne veulent pas les entendre. Et comme, après je vais revenir sur un truc, bon, et alors, quand bien même j'aurais fait ça pour m'amender vis-à-vis de moi-même, pour des raisons morales, eh ben ça serait un tremplin comme un autre. Il n'y a pas de problème. Du moment que je ne sois pas ce qu'on pensait que j'ai failli être, je ne vois pas le problème. Mais la véritable raison, c'est toujours la même chose. 3 ans dont on n'est pas couché. Je me suis fait un nombre d'ennemis, mais je me suis fait 5000 ennemis par semaine. Quand vous dites du mal de quelqu'un, d'un livre, en fait, on ne sait pas qui sont les amis de cette personne. Les gens le prennent personnellement, c'est pas juste un jeu télévisé. Non. Quand vous dites à quelqu'un ton livre est mauvais, ils vous en veulent à mort. Vous pouvez leur dire vous êtes moche, votre enfant est un débile, ça passe. Je souhaite votre mort, ça passe. Mais votre livre est pas terrible, ça passe pas. Parce que ça touche à tellement... Ça passe pas. Quand je dis à un comique vous n'êtes pas drôle, moi je ne sais pas qui sont ses amis. Ses amis, c'est peut-être les avocats les plus puissants de Paris. C'est peut-être un ministre. C'est peut-être... Oui, en fait, là où je suis un peu naïf quand je joue les oraux, c'est que moi j'y vais bille en tête, mais je ne sais pas quelles sont les ramifications. Ce qui est sûr, c'est que quand vous blessez quelqu'un, c'est comme ça irradie la blessure. Et vous imaginez bien qu'avec les femmes de 50 ans, les plus de 50 ans, ou ça, les gens qui ont voulu me tuer avec ça, c'est pas du tout les intéresser en eux-mêmes. La communauté juive n'a pas été dupe. Les principales associations juives n'ont même pas porté plainte. C'est des amis, j'ai toujours été à côté d'eux, sans publicité, dans des coins de province totalement éloignés, sans caméra, sans rien, j'ai toujours été là. Comment vous dire, la vérité, c'est ceux qui ont essayé de me tuer avec ça, c'est des gens qui ont enfin trouvé l'instrument de cuisine pour me trucider. Mais ça tombait du ciel pour eux. Les femmes de 50 ans, c'était la première phase. La phase 2, c'était les dessins. Mais pour eux, c'était du pain béni. Enfin, on va avoir sa peau, on n'en peut plus de ce type. Mais les intéressés, avec qui je me suis expliqué longuement, etc., le CRIF, etc., c'est bon. Ça ne passe simplement pas auprès de gens qui ont décidé que ça ne passerait pas parce que ça les arrange d'avoir ça sous la main. Mais je ne suis pas mort.